Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 2,2 millions d'enfants sont nés en France en 2020, 2021 et 2022. Ce sont les enfants du déconfinement. Quelles en ont été les conséquences pour ces enfants, pour leurs parents, pour les professionnels de l'enfance? On va poser ces questions à Marine Schmoll, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur le thème des Gaulois. Question du jour, on parle très naturellement de, je mets les guillemets, nos ancêtres les Gaulois. Mais ce peuple originel a-t-il vraiment existé? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Dominique Garcia. Et puis enfin notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour, l'apprentissage de l'autonomie chez les ados. Vaste programme, la quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. On le répète souvent et on a dû vous le dire une ou deux fois dans cette émission, les 1000 premiers jours d'un enfant sont essentiels pour la suite de son développement. Alors qu'en a-t-il été pour les enfants nés en pleine pandémie? C'est la question à laquelle répond un ouvrage collectif extrêmement riche. Il est intitulé Bébé Covid, enfants du confinement, sous-titre Leçon clinique d'une pandémie. Il vient de sortir dans la collection La vie de l'enfant des éditions RS avec une préface de Sylviane Giampino et il est dirigé par Marine Schmoll, qu'on est ravi de revoir sur le plateau de la quotidienne. Marine, bonjour. Bonjour, vous êtes... revenir aussi. Eh bien voilà, on est tous contents. Psychologue clinicienne, spécialiste de la petite enfance et de la parentalité. Vous êtes aussi membre d'une asso qui a été pas mal mise à contribution pour le livre et qui, je crois, tient un rôle important parmi les professionnels de la petite enfance, qui est l'Association nationale des psychologues de la petite enfance. Dès l'introduction du livre, vous jouez sur deux assonances. Cette pandémie, écrivez-vous, nous a fait osciller entre Covid, donc la vie comme l'existence, et Covid, vide comme le gouffre. C'est un peu le combat d'Eros et Thanatos qui s'est rejoué, la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que la pulsion de vie, la pulsion de mort, ça a été vraiment une théorie qui a été creusée dans l'après-guerre, et par notamment Sigmund Freud. Mais en tout cas, nous, on l'a déployé un petit peu après la guerre virale qui s'est jouée là, l'état de guerre virale et d'urgence pandémique. Et il y a eu vraiment, ça nous a semblé vraiment évident en tout cas, quand on a commencé à retracer tout ce qui s'est passé, les observations, les carnets de bord, les journaux, nos observations cliniques, nos échanges, qu'il y avait quelque chose qui s'était joué du côté de la pulsion de Covid, et la pulsion peut-être de Covid. Avec du côté des professionnels de la petite enfance, celles et ceux qui redoublent d'inventivité, oui, mais aussi celles et ceux qui se dévitalisent au fil des mois, au fil des ans. Oui. Il y a eu les deux en fait. Oui, oui, c'est ça. On a vraiment, l'ouvrage témoigne de ces différentes périodes, des périodes à la fois sidérantes mais très créatives comme autour du confinement par exemple, et après quand même plusieurs mois, plusieurs années qui se sont écoulées, presque jusqu'en 2023, ou jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire en fait, où là il y a eu quelque chose d'assez déprimant quand même qui s'est déployé dans ce qu'on a pu voir. Alors quand on parle de l'éducation à donner aux tout petits, on insiste beaucoup sur l'importance des sens, notamment chez les bébés. Or avec le Covid, singulièrement au début, ils ont été mis à mal. Par exemple, on ne pouvait plus toucher, donc ça on s'en souvient. Oui. Pourquoi c'est si important de toucher et d'être touché quand on est un bébé? Non seulement c'est important, mais c'est essentiel vital, en fait. C'est vital. Et ça nous a semblé aussi une évidence au bout d'un moment. Hein. Je dis ça parce qu'on était aussi un peu sidérés au début, mais petit à petit, on s'est dit, mais enfin, c'est quand même très contradictoire cette demande-là de ne pas se toucher pour les bébés. Le Covid, pour nous, c'est un peu l'attaque des corps et des liens. Et ce qu'il y a d'essentiel pour le tout petit, c'est le corps et le lien. Donc voilà, il y a quelque chose qui est fondamental là. Qu'est-ce qui se passe pour un bébé, un petit enfant qui est privé de ce lien-là? Alors pas avec les parents pouvaient continuer, oui, mais avec les autres. Alors ils pouvaient continuer avec les parents, évidemment. Heureusement que cet essentiel-là n'a pas été touché. Mais avec des parents qui parfois étaient quand même affectés, touchés, appauvris psychiquement, etc., dans l'angoisse, etc. Donc déjà, on parle de ces situations-là. Et pardon, du coup, vous disiez... Et le fait de ne pas être touché, de ne pas être pris dans les bras, de ne pas être c'est quelque pris par l'un par les autres, en quoi ça affecte en fait l'enfant, ce défaut de rapport au physique? C'est comme ça qu'il se construit en fait. C'est comme ça qu'il construit son identité. C'est comme ça qu'il construit son être individuel et relationnel, son être social. Donc être privé de ses contacts, il y a quelque chose qui peut quand même... Ou en tout cas... d'avoir des contacts appauvris, parce qu'ils n'ont pas été complètement déprivés, évidemment, mais il y a quelque chose qui peut petit à petit se déliter dans cette inscription, dans son corps, dans son identité, et dans le relationnel, et dans le social. Le deuxième défi qui avait été relevé en temps réel, d'ailleurs, c'était la question du port du masque. Alors, pas au début, on dit les masques, ça ne sert à rien. Bon, on a compris ensuite pourquoi le gouvernement avait essayé de nous convaincre de ça. Vous rapportez le témoignage d'une psychologue à qui les enfants demandent à un moment donné, est-ce qu'elle a une bouche? Oui, oui. C'est vraiment des témoignages précieux, mais qui sont vraiment les témoignages de ce que c'est qu'un bébé ou un enfant, c'est-à-dire naïvement,
Tout d'un coup, ils se demandent ce qu'il y a derrière ce masque. Ils étaient presque plus habitués pour certains. Alors là, on parle d'enfants en crèche, hein. Donc face à des adultes qui sont masqués continuellement, 5 jours sur 7, parfois pendant plusieurs mois et plusieurs années, du coup, et qui là commencent finalement à décrypter le visage avec le masque et non plus sans le masque. Elle raconte d'ailleurs, Hélène Le Dien, dans cette vignette, que certains se mettent à pleurer quand on enlève le masque. C'est ça. Oui, oui. Et pourtant, la recherche est ambivalente, parce que tant que les yeux n'étaient pas masqués, elle dit que finalement, le traitement des visages pouvait se mettre en place et que les enfants n'avaient pas plus de mal à reconnaître une personne que si elle portait un chapeau ou des lunettes, finalement. Donc, ils ont... En fait, ces mécanismes-là, on les voit. Oui, ouais. oui, oui. Alors, ils ont géré, oui, bien sûr, globalement, et on dédramatise beaucoup cette question-là. Alors, après coup, hein, sur le moment, on ne savait pas trop, mais après coup, on dédramatise en partant aussi de la recherche objective sur le sujet. Et on a beaucoup d'écrits là-dessus et de recherches historiques sur le décryptage des visages, et voilà, avec ou sans un objet de plus, lunettes ou masque, etc. Néanmoins, nous, on porte une vigilance supplémentaire, on dit, sur ces enfants qui ont été continuellement, c'est-à-dire dans la surexposition à des adultes masqués. Dans l'acquisition du langage aussi, c'est tout à fait fondamental de voir la bouche. On dit que les bébés se construisent un peu face à des adultes miroirs. Mais là aussi, il y a des recherches, alors qui sont toutes récentes, parce que c'était il n'y a pas longtemps le confinement, mais qui semblent dire que finalement la majorité d'entre eux se sont adaptés dès lors que finalement ce qu'on leur disait avec le masque était dans des conditions d'écoute suffisamment claires et qu'on utilisait des mots qui étaient connus par le bébé. Oui. Ça n'a pas été la cata, quoi. Non, ça n'a pas été la cata, ça, il faut le dire. Voilà. Par contre, nous, on s'attache plus à la question du langage en général. C'est-à-dire, le langage, c'est pas seulement la quantité de vocabulaire engrangé, etc. C'est tout l'émotionnel et le relationnel qu'il y a derrière. Et là, on a vu que le masque, ça pouvait être un facteur de plus, anxiogène ou dépressogène face au bébé qui apprend le langage, et on a vu les symptômes s'exprimer à ce niveau-là quand même. Globalement, tout ça renvoie quand même à la capacité d'adaptation des enfants. Je vous cite, ils absorbent, digèrent, transforment, élaborent, donnent du sens en jouant des bouleversements. Ce mot de jeu d'ailleurs est assez important, j'y reviendrai. Mais il y en a d'autres qui ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Ce sont les personnels des hôpitaux, des crèches, de la protection maternelle infantile. Et là, votre ouvrage, c'est aussi un grand hommage à leur créativité et à leur résilience. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très émouvant toujours d'en parler même. Et voilà, c'est une grande créativité. Néanmoins, on dit attention. D'abord, on a voulu rendre hommage à cette créativité parce qu'elle a été aussi attaquée pendant le Covid. La culture, la créativité a été mise à mal. Et donc, on a eu presque un besoin de réparation pour nous et les lecteurs, de remettre au centre de l'ouvrage cette histoire de la créativité. Il y a vraiment des textes aussi poétiques. Absolument, il y a des incises dans le livre. Voilà. Après, on dit attention. C'est-à-dire que ces soignants, ces professionnels, ils ont été galvanisés, ça a été des héros pendant le Covid. Avant et après, il faut faire attention à ce qu'on en a fait et comment on les écoute. On va en parler de l'après, il a été moins brillant malheureusement. Je termine avec les parents, il a aussi fallu qu'ils s'adaptent, ça n'a pas été évident. Le livre cite par exemple l'exemple d'une maman confrontée de plein fouet aux grandes difficultés d'attention de son fils qui est alors en cours d'orientation pour des troubles autistiques. Il n'est pas diagnostiqué parce qu'il est tout petit, mais est en train de se dire, et elle s'épuise, parce qu'elle est seule, elle n'est pas aidée, elle veut tout absorber. Et plus généralement, il y a d'autres familles qui se sont trouvées sous une pression considérable autour de cette question de l'éducation des enfants, quoi. Oui. Et qui était dur à aider. Et notamment à la maison. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Et puis des injonctions paradoxales. C'est quand même les mêmes années où on a dit aux enfants de maternelle de regarder leur maîtresse devant un écran, et puis en même temps, on dit attention aux écrans. Ça a été quand même... c'est le paradoxe de ces années-là. Quand vous dites comme ça semble évident, mais oui. Mi-pandémique, mi-numérique. Donc ça a numérique. été pas toujours facile. Et avec des injonctions, effectivement. Et aussi, on a beaucoup dit aux parents comment ils devaient faire pour rester en lien avec leur enfant, mais on leur a dit surtout ne soyez pas trop en lien. Donc, ça n'a pas été toujours facile, même s'il y a eu énormément de créativité là aussi et de ressources. Bébé Covid, les enfants du confinement, leçon clinique d'une pandémie, c'est le titre de cet ouvrage collectif préfacé par Sylviane Giampino et dirigé par Marine Schmoll, qui est notre invitée dans le Grand Oral. Il y a des textes plutôt quasiment scientifiques, il y a des textes très revécus, il y a des récits d'expérience, il y a effectivement quelques textes plus poétiques ou plus littéraires qui viennent apporter des incises. On retrouve Marine juste après l'Anti-Sèche, puisque nous révisons notre culture générale sur le thème des Gaulois toute cette semaine.
Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. On est ravi de vous retrouver. Vous êtes, je le rappelle, archéologue, historien, professeur des universités et président de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. La question du jour était la suivante. On parle très naturellement de nos ancêtres les Gaulois, mais ce peuple originel a-t-il vraiment existé ? Alors, les Gaulois, comme tous les autres peuples, ne sont pas des entités stables de l'humanité, des objets comme ça définis qui naissent presque étymologiquement des situations autochtones. Donc plutôt non. Voilà, plutôt non. Plutôt non. Plutôt non. Voilà. Comment on les définit alors? C'est parce qu'il faut parler de peuples gaulois au pluriel. Ce sont des peuples. D'ailleurs, il y a une carte, si je la retrouve, je la montrerai, où vous indiquez les différents peuples avec leur nom. C'est une mosaïque, la France. Il y a le territoire français, en cas la Gaule. Il y a une soixantaine d'entités nommées. C'est ça. Par les auteurs grecs et latins, et puis ensuite par des Gaulois, qui parlent une même langue et qui ont une culture proche, notamment des pratiques religieuses, des pratiques économiques proches, etc. Mais il n'y a pas une nation gauloise, il n'y a pas une entité réellement définie, et en revanche, ce qui va les construire, ce sont les contacts avec les autres. Voilà, j'ai retrouvé la page, je la montre quand même. Hein, ça se passe là. Regardez, voilà, à chaque fois qu'il y a un truc écrit, c'est... D'ailleurs, c'est un peuple. Hein, alors, ils ont des noms extraordinaires. Hein, les Andes, les Turons, les Bituriges, le Blanovi, Nantuat. Ils parlent gaulois, et donc leur nom est gaulois. Et en revanche, tous les points que vous montrez, ce sont en fin de compte des pays que les Gaulois appelaient les pagus. Et donc, en fin de compte, ce sont eux, le terme de pagus, c'est la notion de territoire pour chacun de ces petits peuples, de ces petites tribus. C'est le pays. Et le mot pagus, c'est celui qui a donné le mot pays, paysage, paysan, pagadis. Mais quand on dit on est pays au sens de, on vient d'un petit coin, c'est vraiment le pagus gaulois, quoi. C'est le canton. C'est le canton. C'est le canton. Il y a les Carnutes, notamment, avec la célèbre forêt des Carnutes, dans laquelle allaient les druides. On peut parler de nation gauloise pour autant? Est-ce que la langue, ça suffisait à faire une... Non, il n'y a pas eu de nation gauloise, il n'y a pas eu d'État gaulois. Ensuite, c'est la France, et notamment au XIXe siècle et la Troisième République, qui va mythifier cette histoire-là. C'est de montrer qu'il y a un socle, qu'il y a une racine, qu'il y a donc des fondations de la nation française, et que les fondations de la nation française est la nation gauloise. Mais non, les Gaulois n'étaient pas un seul peuple, mais effectivement une série d'entités. On révise son archéologie, mais aussi son vocabulaire en vous lisant. De l'autre côté du Rhin, donc d'abord frontière décidée par Jules César de manière tout à fait arbitraire. Hein. Il dit d'un côté, c'est César. C'est des Celtes qu'on va appeler les Gaulois, de l'autre c'est les Germains, voilà, qui sont des barbares. Hein. Oui. L'origine de barbare, vous connaissez ça? Barbaros, en grec, c'est le babillage. Voilà. Et donc, en fait, pour les Grecs, c'est le charabia. C'est le charabia. Donc, pour les Grecs, étaient barbares tout ce qui ne parlait pas grec en tant que tel. Et presque pour Gaulois, on a la même chose, vu que Gaulois est sans doute le nom d'une peuplade des Alpes ou d'Italie du Nord que les Romains ont rencontré et qui ont désigné ensuite tout l'ensemble des petits peuples, par extension, tous les petits peuples qu'on a désignés comme étant les Gaulois et habitant un espace de la Gaule défini par César comme un terrain de bataille, et donc c'est lui-même en espace qu'il allait conquérir, qui va dessiner ce qui est aujourd'hui la France quasiment. Si bien que quand on parle de limites naturelles pour séparer les pays, notamment en Europe et la France, en fait, elles n'ont rien de naturel. C'est des limites militaires, enfin, sont des obstacles, militairement un peu compliqués à franchir, et on en a fait des frontières. Mais il y a zéro essentialisme, zéro... Mais on peut le dire aujourd'hui, comme on a pu dire que César avait inventé la frontière sur le Rhin, que dans les années 1990, c'est-à-dire quand l'Union européenne était faite, parce qu'auparavant, quand même, dire qu'on était les mêmes de part et d'autre de la frontière aurait posé certains problèmes. C'est vrai. Dominique Garcia, merci beaucoup. Les Gaulois, c'est dans la collection À l'œil nu, histoire des éditions du CNRS. Je précise que le livre est richement illustré. Il n'y a pas seulement des cartes. Regardez, il y a plein de dessins. Ils sont baladent partout dans le livre. Et il est richement illustré par Jérémy Perraudot. On se retrouve demain. Parfait. Question pour demain dans Vercingétorix. Que signifie le suffixe rix? On vous répond demain. Pour l'instant, on retrouve Marine Soual.
Marine Schmidt, parmi les effets graves, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre pour les familles, pour les enfants pendant le Covid. Alors bon, on va passer rapidement dessus. J'allais dire, malgré la gravité extrême du phénomène, il y a eu, mais on en a beaucoup parlé, l'augmentation des violences intrafamiliales, plus de temps passé en famille, le terrain était malheureusement préparé. Il y a quand même aussi une augmentation des troubles psychiques, effet Covid, que semblent confirmer beaucoup d'études épidémiologiques aujourd'hui. Mais vous insistez quand même et vous dites la dégradation, attention, elle avait commencé avant et de façon notable. Donc méfions-nous d'une surinterprétation du confinement et du Covid. C'est ça. Les études montrent plutôt qu'il y avait effectivement une tendance qui était déjà présente en termes de vulnérabilité, notamment psychique, dans la santé mentale, notamment des jeunes et des enfants, mais que ça a continué avec le Covid. Donc les études, elles ne montrent pas tout à fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est complètement créé avec le Covid. Pas du tout. Elles ne montrent pas ça. Mais malgré tout, on le voit bien, il y a eu quand même un effet avant-après. Et les gens en parlent comme ça d'ailleurs souvent en disant depuis le Covid, avant le Covid, maintenant avec le Covid, etc. Donc on doit d'autant plus s'y prêter attention. Ouais. Et ça, c'est en fait les vulnérabilités, elles se sont quand même accentuées à ce moment-là. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est un marqueur, mais que ça allait mal avant. Donc ce serait une erreur en tout cas que de tout attribuer au Covid. Il y a des choses structurellement qui atteignent la santé psychique des enfants, ensuite des ados, qui ne sont pas le cœur de votre spécialité à vous, mais on le voit à travers toutes les études épidémiologiques. Tout à fait. Oui, c'était là. Et aussi le manque de moyens humains et financiers pour aider ces personnes qui sont en souffrance. Alors, on peut en parler tout de suite, si vous le voulez, parce que j'avais prévu qu'on le fasse un petit peu plus loin, mais il y a un certain nombre de personnels qui ont beaucoup souffert. Hein. Certains, parce que les parents ne jouaient pas tout à fait le jeu comme ils espéraient qu'ils le feraient, mais d'autres aussi, avec des collègues qui négligeaient les protocoles sanitaires, et puis surtout, il y a eu tout le poids des atermoiements du gouvernement, et puis les applaudissements de 20 heures, et après des politiques publiques qui ne suivent pas. Alors, typiquement, la pédopsychiatrie est toujours en crise en France, 5 ans après le déclenchement du Covid, et plus que jamais. Bon. Et c'est le cas pour les soignants de l'hôpital en général. En fait, c'était là bien avant. On retrace un petit peu les articles, les interviews, les choses qui étaient déjà là avant, les recensions scientifiques, etc. Déjà, les professionnels parlaient de cette souffrance et des difficultés à pouvoir prendre soin psychiquement des gens et des personnes vulnérables notamment. Donc, en fait, ça crée une souffrance supplémentaire, par contre. Le fait qu'on ait idéalisé certaines personnes, qu'on ait dit à quel point elles étaient essentielles, alors qu'avant, après, on n'écoute pas forcément complètement ces personnes-là, on ne leur parle pas toujours vrai et on ne cherche pas complètement à résoudre le fond du problème, ou alors avec des mesures qui sont un petit peu rustines. Ça crée des souffrances, par contre. Finalement, c'est les soignantes et les soignants qui ont pris soin d'eux-mêmes. Et en tant que communauté, je signalais votre appartenance à l'Association nationale des psychologues de la petite enfance. Ça a été très fort. Il y a eu un moment de solidarité. Et après... Il y a quand même eu certaines, je dis certaines parce que c'est une majorité de femmes, mais certains et certaines de vos collègues qui sont un peu effondrés aussi. Il y a eu un effet de... Bien sûr. De lassitude, du jeu. De lassitude, oui. Et je parle aussi de tous les effets de burn-out, les effets générationnels aussi. On questionne un petit peu cet effet d'après-coup du Covid quand même, peut-être, qui a été un peu, je dis des fois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vide. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des souffrances, et notamment dans le rapport au travail, et le travail du soin et du care notamment, et que là, il y a peut-être quelque chose qui a accentué quand même les difficultés, parfois même sans que les soignants eux-mêmes ou les professionnels s'en rendent compte. Alors que nous, on a vu ces effets-là, en fait, de professionnels qui tout à coup ne pouvaient plus se rassembler pour parler des patients, de professionnels qui tout à coup ne pouvaient pas se ressourcer pleinement pour pouvoir porter physiquement, psychiquement des jeunes enfants ou des êtres vulnérables. Oui, parce que c'est épuisant, à la fois mentalement, professionnellement, ce sont des gestes assez précis à faire, et puis même physiquement. Les journées sont longues. Bien sûr. Pour les plus petits, mais qui allaient quand même à l'école, le retour à l'école, ça n'a pas toujours été simple, parce que là encore, il y a de l'ambivalence. Confinés, on était protégés, si bien que pour certaines et certains, c'était un lieu périlleux, l'école. Alors il y avait des colères, des peurs, des choses qu'on ne voyait pas avant. Oui, alors là aussi, on voyait déjà quand même des troubles comportementaux ou émotionnels, ou des troubles de l'attention, ou des choses comme ça. Par contre, je pense qu'il y a eu de la sidération aussi qui s'est exprimée quand même, mais aussi des choses très positives, parce qu'encore une fois, les enfants, ils restent dans le lien, ils restent dans le jeu, ils ont même intégré le Covid à leur jeu. Je parle du jeu. Oui, le jeu du coco. Oui. C'est comme jouer à chat. Oui, c'est ça. Et le coco, c'est le Covid. Voilà, c'est ça qu'ils ont exprimé pour certains dans les cours d'école, ou alors en crèche, ils mettaient les petits masques sur les bébés, les poupons, etc. Donc il y avait la créativité, il y avait du jeu,
Mais globalement, ils allaient dans une école où tout à coup, il y avait des signalétiques au sol, il y avait un sens de la marche pour les parents. Quand les parents pouvaient rentrer, les parents mis à la porte comme 50 ans auparavant. Et puis, quand même, des signifiants, des signalétiques partout de surtout pas être trop en contact, ne pas se toucher, ne pas se passer d'objets de main en main, etc. Enfin, ça a été décrit à l'époque, notamment par certains dans des tribunes, etc. Mais on voulait quand même qu'il y ait une trace de cette période-là qui était particulière. Retour à la crèche aussi, là je parle des plus petits, beaucoup plus sensibles à la grippe, à la bronchiolite, à la gastro-entérite. Il a fallu payer une dette immunitaire en fait. Oui, alors c'est une des hypothèses scientifiques d'ailleurs, mais voilà, à vérifier. Mais en tout cas, une des hypothèses, c'était, oui, il y a eu vraiment une triple épidémie sortie une fois qu'on a arrêté les gestes barrières, comme si on payait triplement, les enfants payaient triplement tous ces gestes barrières. Il y a eu en 2021 une étude américaine qui disait, je vous cite, que les enfants auraient considérablement réduit leur performance verbale, motrice et cognitive par rapport à ceux nés avant. Vous dites qu'il faut relativiser ces résultats. C'est une étude qui a beaucoup été citée pour dire que les enfants du Covid, ça allait être la cata. Oui. En fait, non. Non, et puis c'est une étude qui a été faite en 2021. Voilà. Donc en fait, depuis, on a zéro aussi recul. D'autres résultats. Voilà. Pas beaucoup en tout cas. Néanmoins, c'était important parce qu'il y a eu très peu d'études pendant le confinement. De fait, les portes étaient closes. Donc il y avait très peu de recherches in situ, mais beaucoup de gens qui parlaient et qui pensaient savoir. Donc c'était important qu'il y ait des premières études. Néanmoins, elles sont à relativiser. Il y a eu d'autres études depuis, etc. Alors quand même, vous citez aussi un sociologue, Pierre Moisset, septembre 2022, c'est plus loin, qui parle de jeunes enfants plus inquiets, plus insécures, plus violents, mais également plus éveillés. Oui. Alors, hypothèse. Oui. Alors, c'est un paradoxe de notre époque, peut-être plus général, pas seulement lié au Covid, je pense, mais voilà. Mais en tout cas, oui. C'est-à-dire, là encore, on peut peut-être se dire que ce qu'on voyait comme profil très hétérogène, peut-être déjà avant le Covid, et notamment dans les écoles, et dans les crèches, avec des enfants qui sont à la fois très intelligents, très vifs, très sollicitants, qui ont accès à un certain nombre de ressources phénoménales aujourd'hui, et notamment avec le numérique, mais pas que, avec des parents qui sont quand même plus attentifs, une société qui est plus attentive aux jeunes enfants, et néanmoins qui peuvent être hyper anxieux, hyper angoissés, et dans des empêchements attentionnels ou dans la capacité d'être en lien, d'être en groupe. Le Covid, il n'a pas seulement eu des effets délétères, il y a eu quelques petits effets, positifs. Le nombre, par exemple, de naissances prématurées a diminué pendant le confinement. Oui. On a une hypothèse. Pourquoi ? Oui, on a une hypothèse, alors encore une fois, à relativiser, mais qui est que oui, il y a eu quelque chose de moins sollicitant pour les femmes enceintes qui ont moins eu à se stresser, à se déplacer, voilà, donc physiquement et psychiquement. Elles se sont plus protégées ? Peut-être. Et ça, c'est une hypothèse. Ça fait partie des études intéressantes. Et ce qui est aussi le facteur d'explication des effets favorables sur l'allaitement, qui, dit-on, était plus serein. Donc c'est la même chose, en fait. Finalement, ça a proposé aux femmes des conditions de care, au sens anglais, de prendre soin, qui étaient meilleures. Et en fait, il y a même des mesures qu'on a gardées après. Par exemple, il y a des femmes qui ont exprimé à quel point c'était protecteur de ne pas avoir toute la famille qui déboulait à la maternité. Pas être obligé de dire non. Voilà, c'est ça. Enfin, ou de dire non avec une raison. Finalement, si j'essaye de résumer, le livre, il aura laissé une empreinte paradoxale. C'est ni tout noir ni tout blanc. Ah bah oui. C'est bien qu'on puisse le dire, et c'est bien qu'on puisse le transcrire, et c'est vraiment ça qu'on a voulu exprimer. Bébé Covid, enfant du confinement, leçon clinique d'une pandémie, c'est le sous-titre, préface signée Sylviane Giampino. C'est un ouvrage publié sous la direction de Marine Schmoll aux éditions RS dans la collection La vie de l'enfant, ouvrage absolument passionnant, avec plein de personnes qui ont participé à ce livre. Marine, merci beaucoup, on est toujours ravis de vos éclairages dans la quotidienne. Dominique, merci beaucoup également. On se retrouve demain pour continuer à parler, comme toute cette semaine, des Gaulois. Pour leur conseil de famille, c'est notre rendez-vous sur les questions de parentalité avec Candice Anzel. Gros sujet aujourd'hui, l'apprentissage de l'autonomie chez l'adolescent. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel pour parler de parentalité. Candice, bonjour. Bonjour. On a déjà parlé du besoin d'indépendance et de l'oubli des responsabilités. On parle de l'autonomie à l'adolescence, qui est un passage obligé, souvent chaotique, toujours révélateur. Période charnière où les ados veulent tout gérer, tout sauf ce qui les ennuie. Ah bah évidemment. Vous avez dû remarquer, vers 10-12 ans, ça commence. L'autonomie, ce n'est plus juste je m'habille seule ou je range mes affaires. Non, là, on entre clairement dans une nouvelle ère, une ère où votre ado réclame de gérer sa vie
comme un adulte, mais avec le room service inclus, le pressing magique et l'assistance personnelle. Oui, je parle de vous là. Hein. Voilà. C'est ça. Il va avoir son mot à dire sur tout, ses fringues, son emploi du temps, son menu du soir. Comment ça, encore des légumes, on est puni? Ses projets d'avenir. Je pense que je vais devenir streamer à plein temps. Mais il oublie juste un minuscule détail. L'autonomie, ça vient avec des responsabilités. Là, bizarrement, il n'y a plus grand monde. Hein. Donc, alors, comme ça, des petits exemples. Il veut gérer ses devoirs tout seul. Super, mais qu'il les fasse. Le problème, c'est que lorsque vous lui demandez si c'est fait et qu'il vous répond un « t'inquiète, je sais ce que j'ai à faire » ou un « t'inquiète, je gère », et comme par hasard, il se souvient à 21h10 qu'il y a une interro d'histoire le lendemain. Ou alors pire, il sait. Mais il attend que vous craquiez et que vous posiez la question tout sourire. Et si par malheur vous insistez et vous prenez en plein visage, hein, t'as pas confiance en moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est du vécu. Hein. Ouais. Et par exemple, autre exemple, il veut préparer son sac de cours, formidable, mais qui ne vienne pas à pleurer à 7h48 parce qu'il a oublié son compas, son cahier de techno et sa motivation aussi. Super, donc on a là un être en construction, mi-ado, mi-diva, qui veut tout gérer sans se lever de sa chaise, c'est ça? Exactement, c'est faire en sorte que l'autonomie... Oui, alors, mais on peut faire quelque chose par rapport à ça, faire en sorte que l'autonomie soit un contrat. Il veut plus de liberté, ok, mais il prend aussi plus de responsabilités qui vont avec. Donc, par exemple, il veut gérer son réveil, ok, mais vous ne le tirez plus du lit 3 fois. Et s'il loupe, et alors il assume. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, il n'y a pas question d'appeler le CPE, nous, en tant que parents, pour donner une excuse bidon sur son retard. L'idée, c'est qu'il assume les conséquences de ses actes. Bon, il y a un autre truc que vous aimez bien, c'est dire qu'il faut plutôt donner des missions que des ordres. Parce Exactement. Que vous n'êtes pas non plus dans le... Alors, c'est vrai que le préado. Le préado a une capacité innée, hein, finalement, à ignorer tout ce qui ressemble à une injonction. Donc, en revanche, il adore qu'on lui fasse confiance. Donc, au lieu de dire « range ta chambre », eh bien, testez plutôt « tu veux t'occuper de ton espace comme un grand ». Petite astuce, on le flatte un peu, son ego, ça vaut mieux que de crier dans le vide. Ouais, moi, je marcherais bien sur moi encore. Moi, j'ai un petit côté très ado. Laissez-le se planter aussi, c'est ça? Oui, résister à l'envie d'amortir la chute. Parce que c'est dur, on est d'accord, mais il faut aussi qu'il fasse ses propres erreurs pour apprendre. Donc, il oublie de réviser, mauvaise note. Il zappe son goûter, il aura faim, il laisse traîner ses baskets, il partira en tongs, c'est pas grave. Vous êtes là pour l'accompagner, pas pour jouer les anges gardiens 24 heures sur 24, même s'il aimerait bien, et vous aussi parfois, avouez-le. Donc, n'oubliez pas que quand on se plante, on pousse. Donc, il apprend. Votre grande phrase, mais on continue quand même à encourager les petits efforts. Hein. Évidemment, c'est pas parce qu'il a débarrassé non plus la table une fois qu'on va lui donner une médaille. Ouais. Mais reconnaître ses efforts, c'est essentiel. Même si les couverts sont à l'endroit ou à l'envers, le torchon dans le frigo, ce qui compte, c'est le geste et la répétition. Beaucoup de répétitions. Et beaucoup de patience. Évidemment, comme avec les petits, en fait. Parce que l'autonomie, c'est comme une pièce de théâtre avec de nombreux rebondissements, en fait. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 roulades de mauvaise foi, plus un éclair de lucidité. Respirez, souriez et gardez à portée de la main un bon stock de chocolat. Et puis un conseil que donnent d'ailleurs beaucoup de psychologues, canalistes, psychiatres, etc., qui défient sur ce plateau, le cadre, c'est quand même très important, évidemment. Les limites claires, c'est ça qui aide à développer l'autonomie, en fait. Oui, parce que l'autonomie, ça veut pas dire... on l'a compris, mais... Bien sûr, l'autonomie, ça veut pas dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin. L'autonomie, c'est un équilibre délicat entre liberté encadrée et structure rassurante. Donc, fixer des règles claires, cohérentes, et surtout que vous fixez ensemble. Et surtout, vous les tenez derrière, parce que si on tient des règles, si on fixe des règles mais qu'on les tient pas, ça va pas après. Même quand il sort sa petite tête comme ça, de petit coqueur en manque de câlin. Non, on tient les règles. Alors, oui, vous allez soupirer, lever les yeux au ciel, dire mais c'est pas compliqué pourtant, mais souvenez-vous, vous n'élevez pas un robot multitâche. Vous accompagnez un futur adulte un peu brouillon, parfois pénible, mais en construction. Et malgré les oublis, les râleries et les chaussettes sales, il apprend, il progresse, il devient grand. Et franchement, il s'en sort pas si mal. Même s'il vous demande encore s'il doit prendre une douche aujourd'hui, vu qu'il a déjà pris celle la dernière samedi. Oui, voilà, il y a 4 jours, ça va, ça tient. Ça va. Il n'y a pas eu cours de gimière. Ah, exactement. Candice, merci beaucoup pour ces bons conseils extrêmement utiles. On s'est tous reconnus, soit comme ado ou ancien ado, soit comme parents, je crois. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Koller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son et Mani Pezeshk à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.